Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qui est discrètement en train de tout changer, les agents IA autonomes. Et derrière ce nom un peu technique se cache une question, en apparence toute simple, mais qui est en fait absolument vertigineuse. Qui est vraiment aux commandes? Pour bien commencer, je vous propose de nous projeter dans une situation qui n'est plus vraiment de la science-fiction. Une situation qui révèle un paradoxe assez fascinant sur cette idée de contrôle. Imaginez un peu, vous dites à votre assistant « Organise-moi un week-end à Rome ». Et là, au lieu de vous balancer une simple liste de vols et d'hôtels, il se met vraiment au travail. De lui-même, il va contacter l'agent IA de la compagnie aérienne pour négocier un bon prix, il discute avec l'agent de l'hôtel pour trouver la chambre parfaite et il réserve même une table dans un resto en se basant sur ce que vous avez aimé par le passé. Tout ça sans vous demander votre avis à chaque micro-étape. Et c'est là que ça devient intéressant. À ce moment précis, l'IA n'est plus un simple outil qui obéit. Non, elle devient une sorte d'entité qui agit, qui prend des initiatives, qui a une stratégie. Alors, la question devient inévitable. Si c'est l'IA qui fait tout ça toute seule, qui est réellement aux commandes? Pour bien se représenter cette idée d'autonomie, je vous propose une analogie. On va imaginer un concierge d'un grand hôtel, mais un concierge qui aurait des super pouvoirs. Un bon concierge, un humain, que fait-il? Il prend votre demande et il la découpe en plein de petites étapes. Appeler la compagnie, fouiller dans son carnet d'adresses, se souvenir que vous aimez les sièges près du hublot. Eh bien, un agent IA fait exactement la même chose, il décompose un objectif en sous-tâches. Sauf que ces outils sont décuplés. À la place du téléphone, il utilise ce qu'on appelle des API pour se connecter directement à des milliers de services. Et sa mémoire, ce n'est pas juste quelques souvenirs, c'est une base de données potentiellement infinie. C'est ça l'idée du concierge augmenté. Voilà. Donc, si on veut être un peu plus formel, un agent autonome, c'est exactement ça. C'est un système qui est capable de percevoir son environnement, par exemple en lisant des données sur le net, de prendre des décisions tout seul et d'agir pour atteindre un but qu'on lui a donné. Le tout, et c'est le point clé, sans avoir besoin qu'un humain valide chaque étape. Mais attention, et là c'est un point vraiment crucial. Cette image du concierge, elle est très utile pour l'intuition, mais elle a des limites très importantes qu'il faut avoir en tête pour ne pas faire de contresens. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme. Un agent IA n'a aucune conscience, il n'a pas de désir, pas d'émotion. Son intelligence, ce n'est qu'une simulation, une imitation statistique extrêmement sophistiquée. Il ne veut pas vous trouver le meilleur vol pour homme. En réalité, il exécute une fonction mathématique qui a été entraînée pour produire le résultat le plus probable. La différence est fondamentale. Bon, maintenant qu'on a l'intuition générale et cette mise en garde importante, on peut ouvrir le capot. Regardons un peu ce qui se passe vraiment dans la tête d'un agent. En fait, le comportement de n'importe quel agent repose sur une boucle, un cycle qui se répète en permanence, en 3 temps. Perception, décision, action. D'abord, il perçoit, il collecte de l'info, ensuite son cerveau, qui est souvent un grand modèle de langage comme GPT-4, analyse tout ça, décide d'un plan et peut même critiquer sa propre idée. Et enfin, il agit, il exécute la première étape de son plan. Et puis, la boucle recommence encore et encore. Et ce qui rend cette boucle si puissante, ce sont 3 ingrédients essentiels. D'abord, la planification et la capacité à réfléchir sur sa propre stratégie pour l'améliorer. Ensuite, la mémoire, à la fois à court terme pour la tâche en cours et à long terme pour apprendre de ses erreurs. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'utilisation d'outils. C'est sa porte de sortie vers le monde réel, ce qui lui permet de faire une recherche sur Google, d'exécuter du code, bref, d'agir concrètement. Pour être un peu plus technique, on peut classer ces agents en 3 grandes familles. Il y a l'agent réactif, le plus simple, il réagit à un stimulus, comme un thermostat qui se déclenche quand il fait froid. Il y a l'agent délibératif, qui est plus malin, il a un plan, un modèle du monde, comme une IA qui joue aux échecs. Et enfin, l'architecture hybride, qui est la plus courante aujourd'hui et qui, comme son nom l'indique, mélange un peu les 2 approches. Voilà pour la théorie. Maintenant, il faut être très honnête. Cette technologie, aussi fascinante soit-elle, est encore loin d'être parfaite. Dans la pratique, elle se heurte à des obstacles bien réels. Aujourd'hui, les chercheurs font face à des défis assez costauds. Par exemple, la mémoire à court terme de ces modèles est limitée, ce qui rend les plans sur le très long terme encore compliqués. La fiabilité est un gros problème. Une simple erreur d'interprétation du langage peut tout faire capoter. Et puis, il y a la robustesse. Face à une erreur vraiment inattendue, un agent a encore beaucoup de mal à s'adapter tout seul, sans qu'un humain vienne l'aider. Mais au-delà de tous ces défis techniques, il y a une question encore plus profonde, qui est vraiment le grand débat qui anime toute la communauté de recherche en IA. C'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. La question, la voici. Comment peut-on être absolument certain
qu'un système très autonome, qui prend des milliers de décisions pour atteindre un objectif, va toujours poursuivre cet objectif d'une manière qui correspond à nos valeurs, à nos intentions. Comment s'assurer qu'il ne va pas trouver un raccourci pour atteindre son but d'une façon qui serait catastrophique pour nous? C'est un problème ouvert et il est absolument central. Et ça débouche tout de suite sur une autre question, cette fois-ci juridique et tout aussi complexe. Si un agent autonome, en gérant un portefeuille d'actions ou en conduisant une flotte de camions, cause un dommage, qui est responsable? Le programmeur, l'utilisateur, l'agent lui-même? Pour l'instant, le droit n'a pas vraiment de réponse. Pour finir, je vous propose de prendre un peu de hauteur, parce que ce qu'on commence à voir se dessiner, ce n'est pas juste un meilleur outil, c'est peut-être l'arrivée de quelque chose de radicalement nouveau. On a des expériences en laboratoire, notamment une menée à l'université de Stanford, qui nous donne un avant-goût assez vertigineux de ce futur possible. Les chercheurs ont fait quelque chose d'assez fou. Ils ont créé un petit village virtuel, un peu comme dans le jeu Les Sims, et ils l'ont peuplé avec 25 agents autonomes, chacun piloté par un grand modèle de langage. Ils leur ont juste donné une petite biographie de départ et ils les ont laissés faire leur vie. Et ce qui s'est passé est absolument stupéfiant. Spontanément, sans que personne ne les programmait, les agents se sont mis à avoir des comportements sociaux complexes. L'un d'eux a décidé d'organiser une fête pour la Saint-Valentin, il a envoyé des invitations, les autres ont réagi, ils ont changé leur planning pour pouvoir y aller, des amitiés se sont créées, des rumeurs se sont propagées, des comportements sociaux ont émergé de la simulation. Et c'est ça qui illustre parfaitement le changement de perspective. On n'est plus simplement en train de fabriquer des outils plus efficaces qui attendent nos ordres. On est peut-être en train de créer les tout premiers acteurs autonomes non humains, capables d'avoir leurs propres initiatives et d'interagir dans nos mondes, d'abord numériques et demain physiques. Alors la question cruciale, ce n'est plus seulement « que peut faire cet outil pour moi ?», comme on le demanderait pour un marteau. La nouvelle question, celle qui va sans doute nous occuper pendant des décennies, c'est « comment allons-nous coexister avec eux ?» Merci de votre attention.